Mon nom est Ghislain Plourde et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour l'édition de cette semaine, on s'attarde à la séance régulière du Conseil du 25 février dernier. D'entrée de jeu, vous y verrez, vous entendrez la mairesse de Saint-Jean, André Bouchard, répondre à des questions citoyennes des séances de janvier et décembre dernier. Puis, par la suite, on aura un citoyen, M. Bégin, qui viendra questionner la mairesse johannaise sur les travaux de rénovation, les travaux de restauration souhaités à l'Église patrimoniale de l'Acadie. Puis, on complétera l'émission avec un autre citoyen, Dominique Pétrin, qui viendra aborder le Conseil sur différents sujets, notamment sur le pourcentage de verdissement de la nouvelle place publique du centre-ville, place qui a été restaurée au cours des derniers mois. Et il viendra aussi entretenir le Conseil sur l'avenir de l'Église Saint-Gérard-Majella. Place donc à ces faits saillants de la séance du 25 février dernier. Alors, sur le bois, il y a une réponse à M. Pétrin pour la séance du 10 décembre. M. Pétrin m'avait demandé, sur le boisé Fontaine, combien d'arbres reste-t-il? Les arbres vivants, il l'avait mentionné. Parmi les arbres plantés en 2017, 15 % sont vivants et en bonne santé. Ils ont tous été conservés lors de la plantation de 2024. On en a planté d'autres. Il y a aussi une séance du 28 janvier. Le PPC-moi, concernant l'église Saint-Gérard-Majella, indique que cette dernière doit être conservée. Est-ce que le PPC-moi sera respecté? La décision concernant la préservation de l'église Saint-Gérard-Majella sera prise via le comité sur les demandes de démolition. Si la décision du comité sur les demandes de démolition est contestée, et ce, quelle que soit la décision du comité, il reviendra au conseil municipal de statuer. C'est une fois la décision finale prise que l'administration pourra enclencher la suite des procédures, que ce soit pour assurer le respect du PPC-moi ou encore permettre la réalisation du projet de conversion du site. Une question sur le même sujet de Mme Nathalie Laberge. Est-ce que le Conseil est prêt à engager une firme privée pour évaluer le bâtiment ou le Conseil va accepter qu'il présente une demande de démolition? Le règlement sur les démolitions prévoit que le requérant doit fournir un rapport exposant l'état de l'immeuble et de ses principales composantes, sa qualité structurale et les détériorations observées, ainsi qu'un rapport décrivant les travaux requis pour restaurer l'immeuble et une estimation détaillée de leur coût. Tout ça doit être réalisé par un professionnel compétent en la matière. Est-ce que la Ville compte faire respecter le PPC-moi? C'est la même réponse que tantôt. Dans l'éventualité où le comité sur les demandes de démolition statue en faveur de la préservation de l'Église, la Ville agira pour faire respecter le PPC-moi. Monsieur Massé, j'avais une question le 28 janvier. C'était mon collègue qui présidait à ce moment-là. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de questions citoyennes prévues à l'ordre du jour mis en ligne pour la séance extraordinaire du 15 janvier? D'emblée, toutes les séances comprennent une période de questions du public. Il y a eu omission dans l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 janvier. Il n'y avait pas mention d'une période de questions, mais la période de questions a bel et bien eu lieu lors de la séance. Alors, c'était vraiment une question d'écriture sur l'ordre du jour. Puis d'ailleurs, c'était la séance extraordinaire, je pense, qui avait eu lieu sur l'heure du dîner. Et c'est messieurs Santerre et Corriveau qui avaient posé des questions à ce moment-là. J'ai une question de François Blais, du 28 janvier. Une question sur la rue Daniel, coin boulevard Saint-Luc.
Est-ce possible d'avoir une portion assurée à cette intersection pour permettre aux véhicules tournant à cet endroit de bien circuler et éviter qu'une voiture y reste à l'arrêt? Tout d'abord, il faut comprendre que la rue Daniel est souvent utilisée par les automobilistes pour contourner le feu de la rue Bernier. Si une demande est faite au MTMD pour renforcer l'interdiction de ne pas s'immobiliser à l'intersection, ça pourrait aggraver un problème de circulation bien connu que nous tentons de résoudre depuis plusieurs années. Il y a une réflexion qui est en cours afin de prendre en compte l'impact global sur le transit dans ce secteur. Une question de Chantal Mallet. Elle demande quand elle aura le remboursement des taxes promises depuis le mois d'août. La Ville s'est engagée à rembourser les taxes municipales et la taxe de bienvenue perçue. Elle le fera dès que l'aspect légal sera réglé. Notre service des affaires juridiques y travaille activement. C'est un dossier qu'on souhaite régler dans les prochaines semaines. Annie Saint-Pierre. Une question du 28 janvier 2025. Il y avait eu la lecture d'une lettre au nom du comité de parents du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières concernant la sécurité des enfants autour des écoles. Il avait été relaté un accident en décembre au boulevard d'Iberville. Alors, il y a un rappel aux piétons que les traversées sécuritaires de part et d'autre du carrefour La Plante sont la 2e avenue et la 4e avenue. Le malheureux accident a eu lieu en face du carrefour La Plante, dans l'axe de la rue La Rivière, qui est une intersection qui n'est pas aménagée pour une traversée sécuritaire. Ça excuse pas, là, mais ça explique. Pour des raisons de réglementation et de cohérence des aménagements, il n'est pas possible de mettre en place des traverses à toutes les intersections du boulevard Iberville. C'est pour ça qu'il est recommandé aux piétons d'emprunter le trottoir sur le boulevard d'Iberville et de traverser à la 2e avenue. Pour les cyclistes, la traversée à l'intersection de la 2e avenue est également recommandée. En 2024, des bandes cyclables unidirectionnelles ont été mises en place sur une section du boulevard d'Iberville en concordance avec le plan directeur de réseau cyclable afin d'améliorer la sécurité des usagers. Pour l'ensemble des préoccupations scolaires, puis là, il y a quelque chose d'écrit, mais j'ai quelque chose à ajouter. La Ville, par le biais de sa division circulation et mobilité active et le service de police, sont en communication constante avec le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Chaque projet de réfection routière réalisé aux abords des écoles ou sur un tronçon désigné comme corridor scolaire fait l'objet d'une attention particulière visant la maximisation de la sécurité. J'étais pas présente à cette séance-là, je l'avais toutefois écoutée, sur YouTube, mais à la MRC du Haut-Richelieu, il nous a été annoncé que dès l'automne, le ministère des Transports faisait comme il avait fait en 2017. On a eu le rapport de 2017 sur tout le territoire de la MRC du Haut-Richelieu, même si c'est les autres municipalités, c'est la Sûreté du Québec, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a une sûreté municipale, mais le ministère des Transports regarde toute la sécurité des routes sur tout le territoire. À cette rencontre-là, moi, j'avais demandé à la responsable qui s'occupe justement d'organiser cette consultation-là qui va avoir lieu à l'automne, qui, pour les écoles, était invitée. Alors, on m'a dit que c'était toujours le Centre de services scolaires qui participait à la consultation. Alors, j'ai demandé qu'une invitation supplémentaire soit envoyée au comité de parents du Centre de services scolaires parce que cette problématique-là autour des écoles de Saint-Jean-sur-Richelieu, cette problématique-là est présente dans toutes les municipalités où la majorité des écoles sont sur le bord de routes régionales. Alors, c'est une information que j'ai eue après la séance publique et à la MRC du Haut-Richelieu.
Monsieur Jetten, dépôt de la pétition, vitesse chemin des Vieux Moulins. La vitesse n'est pas respectée, les autobus scolaires se font doubler quand ils s'arrêtent. Il fait des propositions d'aménagement sécuritaire parce que, selon lui, réduire la vitesse seule n'est pas suffisant. Depuis la réception de la pétition, à la fin du mois de janvier, afin de collecter plus d'informations et avoir un portrait de la situation actuelle, il y a eu l'installation d'un radar de sensibilisation sur le chemin des Vieux Moulins par le service de police, une surveillance policière accrue dans le secteur. Des mesures d'atténuation sont à évaluer à proximité de l'école. Il y avait des actions passées, des bollards ont déjà été mis en place sur le chemin des Vieux Moulins. Toutefois, ça causait une difficulté de circulation pour les véhicules agricoles. Ça occasionnait des bris. Environnement du secteur. Contrôle de vitesse est difficile sur un chemin de près de 3 km en milieu rural. Ça entraîne un nombre élevé de mesures d'atténuation pour maintenir les véhicules à basse vitesse sur cette distance. Alors, tout ça pour dire qu'on est en train quand même de regarder cette problématique-là. Je m'en viens encore vous parler des rénovations de l'église de l'Acadie. Excusez-moi. D'entrée de jeu, je reconnais avoir eu un ton acrimonieux lors de mon intervention du 10 décembre. Je tiens aussi à préciser que pour en arriver à un tel ton, j'ai eu à subir beaucoup de frustrations depuis mai 2024, où j'ai fait ma première intervention. Ma toute première question est demeurée sans réponse pendant plusieurs mois. Madame la mairesse, je vous ai même envoyé un courriel personnel vous demandant d'y répondre à la prochaine séance du Conseil. Vous ne l'avez pas fait. Ensuite, des réponses qui ne répondaient pas directement à mes questions et même des faits erronés ont été utilisés pour contrecarrer mon argumentation. Et finalement, une attaque à ma crédibilité en laissant croire que j'avais caché délibérément que la municipalité de Magog n'était pas la propriétaire de l'église Saint-Patrice, alors que je l'avais dûment mentionné lors de mon intervention. Sans excuser mon ton hargneux du 10 décembre, les faits que je viens d'énumérer peuvent à tout le moins être un début d'explication. Madame la mairesse, j'aurai besoin de votre collaboration afin d'adopter un ton plus modéré. Je vous demande, Madame la mairesse, de répondre directement, nettement et clairement à toutes mes questions futures. Toutes mes questions seront dites fermées, c'est-à-dire qu'elles devraient se répondre par oui ou par non. Dernièrement, j'ai fait des comparaisons entre ce qui se fait à Magog et ici pour les rénovations d'une église. À Magog, l'Assemblée de la fabrique de l'église Saint-Patrice a donné un mandat à un comité indépendant pour qu'il fasse des levées de fonds afin de financer les rénovations de leur église. Dans les 13 premiers mois, des dons de 1 million ont été avancés. En septembre 2023, une subvention de 434 000 $ a été accordée par la Fondation du patrimoine religieux du Québec. C'est donc dire que ce comité a amassé en dons et subventions un montant de près de 1,5 million en moins de 2 ans. La population de Magog est de 26 000 habitants. Le comité pour la collecte de fonds comprend 7 personnes, toutes des bénévoles. Mais difficile de comprendre qu'une petite municipalité comme Magog réussisse à former un comité de 7 personnes pour s'occuper de la levée de fonds et que notre municipalité, à nous, avec une population de 100 000 personnes, ne serait pas en mesure d'en faire autant. De plus, une levée de fonds améliorerait nos chances de recevoir une subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec. En effet, à la partie 3 du formulaire d'inscription, qui concerne le montage financier, il est demandé si une campagne de financement fait partie des sources pour recueillir les capitaux nécessaires à l'accomplissement du projet. Considérant qu'en faisant une levée de fonds, et aussi en considérant que le site de l'Acadie comporte une trilogie dont vous avez souligné à plusieurs reprises, les chances d'obtenir une subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec seraient grandement améliorées. J'en rajoute encore un peu.
À la partie 2 du même formulaire, il est mentionné que si notre indice RFU est inférieur à 75, vous pourriez aller chercher en subvention 70 du coût des travaux. Considérant que l'audit effectué démontre qu'une somme de 3,1 millions était nécessaire pour couvrir les frais de rénovation, dans notre cas, ceci représenterait une somme de 2,1 millions en subvention. Je ne m'attends pas nécessairement à ce que le comité à venir puisse amasser cette somme aussi rapidement, mais si le comité à venir amassait cette même somme sur une période de 5 ans, les travaux de rénovation de l'Église de l'Acadie seraient complétés vers 2030. Alors, j'ai 2 questions pour vous, Madame la mairesse. Pouvez-vous, oui ou non, vous engager à publiciser dans notre journal Le Canada français, le média qui rejoint le plus grand nombre de journalistes, afin de faire un appel à tous pour recruter des gens d'exception qui pourraient s'investir dans une cause aussi noble que de trouver le financement pour rénover l'Église de l'Acadie? Écoutez, on s'est rencontrés personnellement la semaine passée, je pense, parce que oui, je savais que nos relations étaient complexes en public, puis je pense qu'on a convenu tous les deux qu'on se comprenait pas, là. Alors, je pense que, puis vous m'avez dit d'entrée de jeu que vous vous excusiez, mais je vous ai dit que moi aussi, en principe, je devrais prendre en compte chaque citoyen et alors je pense qu'on était mal partis. Maintenant, je comprends tout à fait maintenant où est-ce que vous voulez en venir, parce que là, j'ai compris bout à bout toutes les interventions, là. Des fois, c'est peut-être quelque chose, je prends peut-être pas nécessairement le temps nécessaire, d'où l'importance des fois de se rencontrer un à un. Alors, tout ça pour dire que là, ce que vous me demandez, c'est est-ce que je m'engage à faire paraître dans le Canada français qu'on aurait besoin, genre, d'un OBNL ou quelque chose qui pourrait s'occuper de lever des fonds pour restaurer, parce que là, dans le cas de la trilogie de l'Acadie, dans le cas de l'église Sainte-Marguerite de Blairfindie, c'est pas une rénovation, là, c'est une restauration. Parce qu'à chaque fois qu'on touche une pierre, c'est sacré, c'est sacré. Je pense que c'est le bon mot. Tout ça pour dire que je ne sais pas si je le publiciserai dans le Canada français. Écoutez, je pense qu'on est d'accord, vous et moi, que le patrimoine, on en a la responsabilité à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais malheureusement, on n'a pas nécessairement les moyens de s'en occuper. Puis j'en veux pour preuve, à côté, il y a le musée du Haut-Richelieu, c'est un bâtiment patrimonial, ça nous coûte de l'argent. L'église Sainte-Marguerite de Blairfindie, la même chose. Alors c'est sûr que... Puis en plus, vous avez raison, puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas intégré, mais ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'est pas admissible aux subventions du Conseil du patrimoine religieux du Québec, alors qu'un OBNL le serait. Alors, écoutez, est-ce que je m'engage à faire paraître une annonce dans le Canada français? Mais je le dis là. Ça prendrait à Saint-Jean-sur-Richelieu un OBNL qui prendrait en charge la question du patrimoine. Ça, on s'entend là-dessus. Là, je le dis là, de quelle façon je le publiciserai, il faut peut-être que j'y réfléchisse, là. Est-ce que c'est une annonce dans le Canada français? Regarde, je le sais pas. Mais là, ça prendrait certainement un appel à tous. Oui, j'espère qu'il ne sera pas juste ici. Vous venez de dire quelque chose, madame, qui est inexact. Quand vous dites que la municipalité ne peut pas avoir de subvention de la fondation là, du Conseil du patrimoine religieux du Québec. C'est ça. Vous avez le droit en tant que municipalité. OK. Alors, regarde, c'est quelque chose que je savais pas parce que ce que je sais, c'est qu'on a demandé une subvention récemment, mais je sais pas à qui, mais ça nous a été refusé. Oui. Alors, probablement que c'est pas au Conseil du patrimoine religieux du Québec. Merci. OK, c'est bon. Ma deuxième question, si vous me permettez? Oui. Oui, ma deuxième question, une question que j'ai... Dépêchez-vous un peu, là, parce que là, le 5 minutes est écoulé, là. Considérant les faits que j'ai mentionnés aujourd'hui, Madame la mairesse, allez-vous faire, oui ou non, une levée de fonds pour financer le projet de rénovation de l'Église de l'Acadie?
Écoutez, moi, personnellement, je ne ferai pas de levée de fonds. Ça, c'est clair. Que moi, j'en ferai pas. Mais ça... Puis en plus, je pourrais pas... C'est même pas quelque chose que j'encouragerais mes collègues à faire parce que à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a la Fondation Santé, il y a l'Étoile Pédiatrie Sociale, il y a la Fondation du Cégep. On est toutes dans le même créneau, là. Alors, moi, je pense qu'il faudrait que ce soit une fondation séparée, peut-être un OBNL séparé du conseil municipal. Mais est-ce qu'on participerait? Est-ce qu'on pourrait le publiciser? Probablement, là. On participe à toutes ces levées de fonds-là. Alors, je vous remercie de m'avoir répondu directement, clairement. Je vous l'avais promis. Oui. Mais je vais voir ce que je vais faire avec ça. Bon, ben, c'est ça. Je suis certaine que c'est pas fini. J'avais eu les chiffres pour le verre qu'il y avait dans la nouvelle place, la nouvelle place publique. Là. La place publique, oui. Celle qui va être inaugurée ce printemps. Oui. Et dans le fond, ça revient comme... Parce que là, on a rajouté un bout, à peu près 30 000 pieds carrés. 28, peut-être 28-30. Oui. C'est comme si on avait asphalté la moitié. En élargissant les traverses qui ont été faites, et les allées, parce que les allées n'étaient pas si grandes que ça avant. Là, vous avez élargi les allées en pavé uni. On n'a pas mis de pavé alvéolé. On a mis des puisards. Oui. Ben, écoutez, ça a été un choix, là, oui. Vous le constatez, moi je vais vous dire oui, mais des fois, il y a des choix financiers aussi. Mais ça, oui, c'est le choix qu'on a fait. Mais ça aurait pu être peut-être durable. Peut-être j'ai un élément de réponse, peut-être qui pourrait aider. Là. Vas-y, monsieur. L'espace vert, on le calcule en canopée sur le site. Ça veut dire là où il va y avoir du vert qui couvre l'espace. Auparavant, on avait seulement des arbustes puis des pommiers. Donc, il n'y avait pas de grande couverture de zones d'ombre sur la place publique. Donc là, à maturité, les arbres qui ont été plantés, les essences qui ont été choisies, vont offrir une plus grande canopée. C'est pour ça qu'il y a plus d'espace vert sur la place publique. Je ne verrai jamais ce tombe-là de mon vivant, d'après moi. Bien, écoutez, M. Pétrin, est-ce que vous avez une autre intervention? Oui. Allez-y. Je trouve juste ça dommage que quand on refait en plus pour la deuxième fois, qu'on ne prenne pas le temps de la faire. Ben, je ne veux pas dire pas la faire comme il faut, mais il n'y a pas eu de récupération d'eau pour les toilettes, puis rien. Fait qu'on, on fait quelque chose, mais en tout cas, c'est correct. Puis, pour les... parce qu'on a un peu parlé de fiducie la dernière séance, là, les Inc. de ce monde qui travaillent à la maison, qui ont le bureau, là, qui déclarent, je ne sais pas si peut-être Mme Charbonneau pourrait m'aider là-dessus, c'est-tu le minimum, ça, 6 Quand on a un bureau à la maison, il faut déclarer pour les taxes, qu'on a un commerce à la maison. Le minimum, c'est ça, 6 qu'il faut déclarer? Écoutez, c'est une question que je vais poser. Moi, je ne le sais pas, ça. Moi non plus. Ben, je ne sais pas, vous êtes comptable, c'est juste pour ça que je vous demandais... Ben, même si je suis comptable, je ne connais pas toutes les lois dans les moindres détails. Non, c'est correct, de toute façon, quand vous parlez d'un minimum de 6 pour la Ville de Saint-Jean ou pour le gouvernement du Québec, pour les impôts? Si j'ai un bureau à la maison, oui. que je vis de ça... Parce que vous avez une entreprise chez vous? C'est pas ça que j'ai. On fait une mise en scène, là. Si j'ai un bureau chez nous, le minimum, mettons, c'est 6 parce que quand on le déclare, ça tombe commercial. Vous parlez de travail... Travailleur autonome. Non, travail... Ben, j'ai dit les Inc. de ce monde. Là. Travail à domicile, vous parlez, là. Pas travail à domicile. Si je suis incorporé et j'ai mon bureau à la maison... Oui, OK. C'est une entreprise que vous avez chez vous, oui. Il n'y a pas de... Moi, à ma connaissance... Y a-t-il un minimum, mettons, à ma connaissance, non, mais les lois Revenu Québec, c'est évolutif. Ils changent avec les personnes qui font des oppositions, quoi que ce soit. Là. Quand c'est déclaré... Mais monsieur, c'est une question que vous devriez poser. Ça l'impôt, ça, Revenu là? Québec. Revenu Québec, oui. Revenu Québec? Non, mais c'est sur le compte de taxes. Il n'y a pas de minimum de 6 quand vous êtes en entreprise sur un compte de taxes. Je veux juste savoir, y a-t-il quelqu'un qui vérifie ça? Si moi, je déclare que j'utilise 6 de ma résidence pour mon incorporation, y a-t-il quelqu'un qui vérifie ça? Ou si je peux en déclarer 6 parce qu'on s'entend que c'est pas le même taux? Résidentiel, commercial, c'est-tu le même taux? Okay. Non, c'est pas le même taux. Non, c'est pas le même taux. OK, je comprends. Là, ça a rapport avec le... OK, là, je comprends que ça a rapport avec le zonage.
Parce que je ne comprenais pas où vous vouliez en Ben, venir. c'est là. pas le zonage. Non. Tout le monde peut faire un bureau chez eux, peu importe Oui. son zonage. Une entreprise. Oui, Mais il faut que je déclare un pourcentage commercial. OK. Ce pourcentage-là, il n'est pas le même. Au lieu d'être 0,4, il est 1, quelque chose. Oui. Est-ce quelqu'un qui vérifie ça ou si je peux déclarer un bureau puis en avoir 4 chez nous, puis c'est pas grave? Y a-t-il quelqu'un qui vérifie ça à la ville? Monsieur Dubois, est-ce que Non, je peux vous l'urbanisme... confirmer que personne ne fait porte-à-porte pour aller vérifier ça. Bien, ça serait peut-être important parce que je pense qu'il y a beaucoup de revenus qui se perdent de là. Effectivement. Probablement qu'on le paiera en salaire, par exemple. Ah, probablement, ça nous prendrait des inspecteurs de plus, là. Je suis pas sûr. Je pense pas qu'il y ait 35 000 personnes qui utilisent ça. Là. Faut le vérifier. Bien, vous savez que Vous les avez déjà, ces comptes de taxes. Là. ben, on a ceux-là qui le déclarent. Ben, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y en a peut-être qui le déclarent pas aussi, là. Bien, ceux qui le déclarent, on peut savoir si au moins c'est ça, ou s'ils déclarent 6 puis qu'ils en utilisent 40 ça sera déjà peut-être un début. Ben, OK, regarde, c'est une belle piste pour avoir des nouveaux revenus. On va le Ouais. prendre en note. Pour l'Église, si la démolition est acceptée par le comité de démolition, ça s'arrête là, c'est démoli puis c'est tout. Ben, en principe, je pense qu'on l'a dit tantôt, pour que ce soit accepté, il faut qu'il y ait un projet à la place. Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est pas juste de demander la démolition de l'Église, puis c'est de demander la démolition, puis d'avoir un projet qui pourrait être acceptable. Ah, mais c'est parce qu'il y avait déjà un PPC-moi qui disait qu'il fallait la garder. Oui, ça, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois. Là, on va être rendu au comité de démolition. Puis si l'Église est préservée, si c'est ça la décision du comité de démolition, ben on va évidemment on va faire respecter les obligations du PPC-moi. Vous savez que vous avez un règlement qui oblige les propriétaires à rénover puis entretenir le bâtiment. Oui, on sait ça. Puis on sait qu'il y en a qui le font pas. Fait que quand on arrive, on dit ben là, c'est détérioré, il y a de la moisissure puis tout. Ben c'est parce que vous ne faites pas respecter vos règlements. On connaît ça, on sait ça aussi. Puis ça aussi, Donnez des amendes. ça pourrait être la même réponse. Là. Je pense qu'on essaie de baser sur la bonne foi des citoyens, mais oui, il y en a tout le temps qui échappent. C'est certain. Ben voilà, ça complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.